Samedi 2 janvier 2021, bonjour et bienvenue. Malgré la crise sanitaire liée au coronavirus, les Béninois se sont préparés comme ils le peuvent pour entrer dans la nouvelle année. L'ambiance n'était pas comme celle des années précédentes. En cette période de fête de fin d'année, on s'intéresse aux panneaux de signalisation installés pour guider les usagers de la route dans leur déplacement et les prévenir de tout danger routier. Faut-il y accorder de l'importance? La réponse dans un instant. Et puis, le couscous, mais très prisé en période de fête, est désormais sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO après une candidature commune de 4 pays du Maghreb. À découvrir dans ce journal historique de ce plat. À Cotonou, c'est un carrefour stratégique de la ville, sont aux couleurs des fêtes de fin d'année. 2020 a été particulièrement une année difficile pour tous en raison de la pandémie de la Covid-19. Cette crise sanitaire a-t-elle eu un impact sur les fêtes de fin d'année? Retour sur l'ambiance qui a prévalu dans la ville de Cotonou à quelques jours de la nouvelle année. Cotonou à quelques jours du Nouvel An. L'ambiance dans la ville en cette fin d'année 2020 n'est pas celle qu'on retrouve habituellement en cette période de l'année. Pas de stand de vente de boissons, d'amuse-gueule ou d'autres gadgets annonçant les couleurs pour les fêtes aux abords des grandes rues. Seuls les carrefours ont été pris d'assaut par certaines structures pour y mettre des enseignes lumineuses et mieux faire connaître leur structure. La Covid-19 n'a pas affecté que la santé des populations, elle a aussi eu par endroits des impacts sur la célébration des fêtes de fin d'année. Le Covid-19 a ralenti un peu la fête concernant les distractions pour aller à la plage, aller dans les restaurants, dans les boîtes de nuit, tout ça s'est coupé. Ce n'est pas de cette manière que les Béninois fêtaient. D'abord, ça a eu d'impact sur toutes les activités économiques au pays. Donc du coup, le pouvoir d'achat a baissé. Et sans l'argent, on n'arrive pas à bien fêter. Les gens font avec. Il n'y a pas eu d'ambiance dans la ville. Vu aussi que le gouvernement n'a pas encore levé les mesures préventives contre la Covid-19, les gens n'ont pas pu fêter. Il n'y a pas d'attroupement, il n'y avait pas de lieu de fête ouvert. Voir l'année nouvelle, malgré les moments difficiles traversés au cours de l'année qui s'écoule, est une grâce pour certains. Il faut donc oublier la pandémie pour un court instant. Bon, en réalité, la Covid-19 n'empêche rien. De mon observation, que les Béninois sont un peu têtus. Ils s'en fichent de Covid-19, la fête continue, il y a beaucoup d'ambiance. Les gens jubilaient, l'ambiance était vraiment impressionnante. Bon, malgré la Covid, ce que moi j'ai constaté chez moi, dans ma zone, tout ça, là, les gens ont bien fêté. Hein. Ils l'ont bien fait, puis c'était passé normalement comme on le faisait avant. Quoi. Les Béninois souhaitent vivement la fin de la pandémie en 2021 pour une relance effective des activités économiques afin de célébrer 2022 avec plus d'engouement. Intéressons-nous à présent aux feux de signalisation qui jouent un rôle important en matière de sécurité routière. Mais rares sont les usagers qui prennent le temps de lire et de respecter les messages que véhiculent ces panneaux. Une situation qui favorise les accidents de la route, surtout en cette période de fête de fin d'année. Les panneaux de signalisation implantés sur les axes routiers existent sous plusieurs formes, regroupées en 4 catégories. Chacun de véhicule un message. Les panneaux de danger sont des panneaux triangulaires bordés de rouge, de prescription absolue, tout panneau de forme ronde, d'indication, les panneaux de forme carrée rectangulaire ou rectangulaire terminé par une flèche, et les panneaux relatifs aux intersections et au régime de priorité. Cependant, nombreux sont les usagers de la route qui ne prêtent aucune attention à la présence de ces panneaux de signalisation.
Il en existe également qui, pour des raisons de mauvaise conduite, s'illustrent dans la destruction pure et simple des dits panneaux. Ce qui les préoccupe est comment arriver à destination. Pour des usagers de la route, les raisons qui expliquent un tel comportement sont diverses. C'est de l'incivisme. Tout le monde sait que ces panneaux sont détruits par qui? Par les gros porteurs. Il y a aussi certains panneaux qui ne sont pas bien implantés, qui cachent la visibilité, qui ne donnent pas une bonne visibilité aux usagers. Selon les moniteurs d'auto-école, les raisons sont plutôt ailleurs. L'homme ne respecte que ce qu'il connaît. Si nous constituons une population de 11 millions d'habitants, où 3 millions à peine connaissent le code, regardez les 8 millions qui restent sont ignorants. Pourtant, ces panneaux de signalisation, loin de constituer des objets de décoration des artères, sont porteurs de messages. Ils sont de véritables outils de communication en direction des usagers de la route. C'est pourquoi je demande au pouvoir public de mettre l'éducation routière, l'insertion du code de la route dans les formations académiques, même au niveau de nos ateliers de formation, pour que l'usager puisse connaître le code. Il s'avère nécessaire que les usagers de la route prennent conscience de l'importance du respect des panneaux de signalisation, car la vie de tout un chacun en dépend. Santé oculaire à présent avec la cécité, ce mal qui affecte l'acuité visuelle au point de la rendre très faible. Il touche très souvent les personnes âgées, mais depuis peu, les enfants et même les nouveau-nés en sont malades. Question, quelle pourrait être la cause chez les enfants? Quels sont les comportements que la femme enceinte devrait adopter afin d'épargner son bébé? Afolabi Savage, médecin ophtalmologue, nous donne un peu plus de détails. Pour définir la cécité, selon les critères de l'OMS, c'est une acuité visuelle qui est inférieure à 3 sur 10. Généralement, les causes de la cécité chez les enfants, ça peut arriver au cours de 2 périodes. À la naissance, ils sont nés avec cette cécité-là, ou c'est en grandissant qu'ils ont eu des pathologies au niveau de l'œil qui ont entraîné une cécité. Et les différentes causes de cécité où les enfants naissent avec, il s'agit généralement de la cataracte, du glaucome cataracte congénitale, du glaucome congénital. Ils sont nés avec. Généralement, c'est pour les pathologies que j'ai citées, le glaucome et la cataracte, c'est essentiellement la chirurgie. Il faut opérer ces enfants-là de leur glaucome ou de leur cataracte pour qu'ils évitent la cécité. Mais néanmoins, le fait d'opérer un enfant le fait d'opérer son glaucome ou sa cataracte n'exclut pas qu'il ne doit pas faire de suivi. Généralement, les cécités congénitales, les causes congénitales de cécité arrivent au cours de la vie intra-utérine. Généralement, ce sont des moments lorsqu'elles sont enceintes, elles ont fait une infection pendant la grossesse, c'est-à-dire comme infection, on peut citer la toxoplasmose, qui est une maladie virale. Le virus de l'herpès aussi peut donner ce type de pathologie chez les enfants à leur naissance où ils ont une cataracte congénitale. Maintenant, pour le glaucome congénital, c'est lié à des malformations au niveau de l'œil. Et cette malformation peut être aussi liée à la prise de certains médicaments au cours de la grossesse. Donc déjà, ce qu'il faut conseiller aux femmes, surtout lorsqu'elles sont enceintes, de faire suivre leur grossesse dans un centre approprié où on fera un bilan de tout ce qui est pathologie à rechercher chez eux qui peuvent donner une pathologie chez les enfants à leur naissance. L'actualité au plan national, c'est également dans la nation. En bref, un condensé des faits importants ayant marqué le Bénin ces dernières 48 heures. C'est un résumé de Amandine Anyamboso.
Plus rien ne bloque dorénavant l'installation de la Cour des comptes au Bénin. La loi organique y afférente a été votée par les députés à l'Assemblée nationale. Le texte est composé de 91 articles subdivisés en 4 titres. Il traite des dispositions générales, des compétences et attributions de la Cour, de la composition de l'organisation et du fonctionnement de la Cour, du Conseil supérieur des comptes, sans oublier les dispositions transitoires et finales. Outre les attributions dévolues à la Chambre des comptes de la Cour suprême, la loi organique de la Cour des comptes tient compte des nouvelles compétences conférées à la juridiction financière. Il s'agit de la certification des comptes des organismes publics, des avis sur les rapports annuels de performance sur le système de contrôle interne, du dispositif de contrôle de gestion et de la qualité des procédures comptables. Les différentes réformes entreprises en matière de politique étrangère par le Bénin ont été présentées aux patrons de presse. Lors des échanges, des explications ont été apportées par le chef de la diplomatie béninoise sur certaines réformes telles que le réaménagement de la carte diplomatique, la réduction des effectifs au sein des missions diplomatiques et consulaires, le nouveau système de gestion du Hajj, de même que la systématisation de l'utilisation des boîtes électroniques professionnelles. Le Bénin a été aussi élu dans les instances dirigeantes des organisations internationales et a participé activement aux prises de décision au sein des organisations internationales. Parlant de l'intégration régionale, le Bénin a également œuvré pour la lutte contre le terrorisme dans le cadre de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la promotion de la libre circulation des personnes et des biens. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération a également contribué au rapatriement de plusieurs Béninois vivant à l'étranger et à la lutte contre le trafic des êtres humains. Le patronat béninois poursuit les actions pour atténuer les effets néfastes de la Covid sur l'entreprise. Une étude a été réalisée à cet effet sur le thème « Évolution de la vulnérabilité du personnel des entreprises face à la Covid-19 et approche de solutions au Bénin ». L'objectif est d'aider les scientifiques qui travaillent directement sur la Covid-19 en contribuant à mesurer les impacts psychologiques, anthropologiques et socioculturels que peuvent entraîner cette crise. Ce document est appelé à devenir un véritable gouvernail devant amener les entrepreneurs à construire des bases solides sur lesquelles va reposer le système de couverture sociale adapté aux conditions et spécificités des travailleurs. Le couscous, plat emblématique de l'Afrique du Nord, est officiellement entré au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis le 16 décembre. C'est à l'issue d'une candidature commune de 4 pays du Maghreb où les recettes de ce plat populaire se déclinent à l'infini. Reportage. Le couscous, l'un des mets les plus populaires et les plus prisés par les Algériens, traditionnellement préparé les vendredis, jour de réunion familiale par excellence. Il se décline sous plusieurs centaines de variétés suivant les régions. Il est incontestablement le symbole du partage et de la convivialité, présent dans les moments joyeux tout comme les moments de deuil. Alors le couscous, ce qui est classé à l'UNESCO, ce n'est pas le plat lui-même, mais tous les savoirs, les savoir-faire liés à sa préparation et à sa consommation. Parce que la préparation du couscous commence dès la culture du blé, la transformation de ce blé en semoule et la transformation de la semoule en grains de couscous et toute la partie également cuisson à la vapeur, les différents types de sauces, les différents types de viande, les légumes utilisés. Donc ça, c'est l'aspect préparation. Mais le couscous, il a une autre symbolique, c'est celle du partage. Et c'est un plat qui se consomme pas individuellement, c'est un plat qui réunit des communautés, des familles, des groupes sociaux lors de rites, lors de moments de fête ou même de détresse, malheureusement. Donc il a une symbolique sociale très très forte. Mais quelle est donc l'histoire de ce plat qui vient d'être classé patrimoine mondial par l'UNESCO ?
Le classement tout récent du couscous comme savoir-faire et savoir et pratique lié donc à sa préparation et à sa consommation donc est une information très importante pour l'Algérie parce que c'est une reconnaissance de son patrimoine immatériel. L'histoire du couscous, son ancienneté évidemment n'est pas démontrée car elle est étroitement liée à la céréaliculture et on sait que la céréaliculture, c'est-à-dire la culture du blé, est très très ancienne. Elle commence dès les périodes préhistoriques néolithiques, nous avons fait des preuves de cela dans nos sites de recherche en Algérie. Et on sait également qu'à la période nomiée, la céréaliculture s'est énormément développée au point où l'Algérie, donc la Numidie de l'époque, exportait du blé à Rome et même à certaines îles grecques. Il faut savoir qu'un dossier commun des pays du Maghreb a été présenté à l'UNESCO. L'Algérie a joué un grand rôle pour l'inscrire sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Bonne et heureuse année à tous.